L'abeille domestique, notre ami, notre allié. Une série documentaire réalisée et présentée par Aurélien Haussé. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des membres de la ruche, et en particulier des ouvrières et des mâles. Précédemment, nous avons rapidement évoqué l'abeille sauvage, l'abeille solitaire ou vivant en petite colonie. Seule l'abeille domestique, plus populeuse, vit dans une société aujourd'hui extrêmement organisée au sein d'une structure rigide, son habitat, à savoir la ruche. L'abeille domestique est indépendante. Si l'environnement le permet, elle se nourrit, fait ses réserves pour l'hiver, s'abreuve, se protège du froid, se nettoie et nettoie son habitat toute seule. Une colonie d'abeilles domestiques est structurée autour de 3 castes. La reine, seule femelle féconde, les ouvrières, les femelles stériles, au nombre de 20 000 à 60 000, et les mâles, également appelés faux-bourdons, de 1000 à 1500 environ, présents uniquement en période de fécondation. Bien évidemment, il n'y a qu'une seule reine au sein de la colonie. Cette communauté se compose aussi du couvain. Le couvain, c'est cet ensemble composé par les œufs, les larves et les nymphes contenus dans les rayons de la ruche. Au printemps, la population classique d'une ruche se compose environ d'un tiers de couvain, un tiers de nourrices et un tiers de butineuses. Comme nous le verrons, la reine se fait féconder par plusieurs mâles au cours d'un seul vol nuptial. Ceci a pour conséquence le simple fait que la colonie soit tout simplement composée d'environ 5 sous-familles, de pères différents et bien évidemment de la même mère, la reine. Chaque colonie a son propre cycle biologique, il faut le savoir. Il s'agit des principales étapes annuelles qui déterminent son développement. Ce cycle dépend de la race d'abeilles, de la géographie, des saisons, de l'environnement, dont de la qualité et la quantité des fleurs mellifères disponibles. La littérature distingue ainsi 2 catégories d'abeilles, les abeilles d'été et les abeilles d'hiver. Les premières sont très actives et participent au stockage des réserves pour l'hiver. Les secondes, qui naissent à l'automne ou au début de l'hiver, démarrent la nouvelle saison. Les ouvrières sortent de la ruche quand la température extérieure dépasse les 8 degrés Celsius. Une société d'abeilles domestiques est aujourd'hui logée dans une structure stable et protectrice, la ruche. Le support de vie est constitué par les rayons de cire. 1 kg de cire permet aux ouvrières de construire environ 80 000 cellules. Toutes les abeilles du genre Apis construisent de telles cellules. Pour bâtir ces rayons, les abeilles peuvent former de véritables chaînes. Les alvéoles des rayons, nous le savons, sont rigoureusement hexagonales. La forme hexagonale nécessite le moins de cire pour ériger les parois des cellules optimales. C'est une forme parfaite qui permet le stockage d'un maximum de volume dans un minimum d'espace. Les abeilles construisent spontanément des alvéoles d'environ 5 mm de diamètre. Les alvéoles servent au stockage du miel et du pollen ou à l'élevage du couvain. Les dimensions sont variables et sont tributaires de la race d'abeilles, mais aussi de la destination des alvéoles, soit 4,8 mm pour les alvéoles de couvain et 5,3 mm pour les alvéoles dédiées au miel. Enfin, des alvéoles plus grandes, mais toujours hexagonales, sont construites de manière à ce que la reine puisse pondre des œufs non fécondés, des œufs qui donneront des mâles. Chez les autres hyménoptères, seules les guêpes sociales fabriquent aussi des alvéoles. En apiculture, il est possible d'acheter de la cire gaufrée. Cet achat permet de mettre à disposition des abeilles l'équivalent d'un cadre bâti, ce qui accélère considérablement le développement de la population. Enfin, il faut savoir que l'abeille domestique vit forcément en société. Aucun individu ne peut vivre d'une manière isolée. Toutefois, des études récentes tendent à démontrer qu'il existe un caractère asocial chez les ouvrières de 7 jours, puisque dans une expérience, 15% d'individus sont restés indifférents en présence d'une abeille d'une autre colonie, ce qui de coutume déclenche une attitude de défense de l'essaim, ou en présence d'une larve de reine, rencontre qui provoque généralement, systématiquement, une attitude de soins parentaux. Nous allons voir à présent comment s'organise cette communauté où chaque individu remplit une fonction bien précise et avec rigueur.
La reine, nous le savons, dirige une société où chaque individu est programmé dès la naissance par sa nourriture et son éducation. L'ouvrière, femelle stérile, est le plus bel exemple de cette programmation. L'ouvrière émerge 21 jours après la ponte. C'est un individu dont la taille varie de 12 à 15 mm pour une masse moyenne de 100 mg. Adulte, elle vit de 4 à 5 semaines en été, plutôt autour de 5 mois en hiver. L'abeille domestique, il faut le savoir, n'hiverne pas. En hiver, les ouvrières vivent plus longtemps car elles sont presque inactives. Elles se rassemblent autour de la reine, au centre de la ruche, en forme de grappe proche de la nourriture, et maintiennent la ruche à une température entre 25 et 30 degrés. Dès le mois de février, elles préparent l'arrivée des nouvelles générations. Elles sortent lorsque la température extérieure dépasse les 8 degrés. La vie de l'ouvrière est une vie variée et surtout très occupée. Elle occupe diverses missions à des stades bien précis de sa vie, et ceci grâce aux organes principaux que sont l'appareil lécheur, les plaques de cire sous l'abdomen, les corbeilles à pollen ou encore l'aiguillon. Ils lui serviront tout au long de sa vie. Dès sa naissance, une ouvrière, tout comme la reine ou le mâle bien entendu, sait ce qu'elle doit faire sans prendre modèle sur ses congénères. D'après une étude américaine publiée en 2012, le cerveau des abeilles pourrait posséder des feuilles de route épigénétiques propres à chaque rôle tenu par les ouvrières. D'autres études scientifiques révèlent par exemple que les gènes s'expriment différemment selon la fonction occupée par l'ouvrière. Ainsi par exemple, près de 40% des gènes voient leur expression modifiée lors du simple passage de stade nurse à celui de butineuse. Ce changement s'avère être un changement social sous la régulation d'une phéromone émise par les vieilles ouvrières. Cette différence d'expression des gènes a aussi été observée lors du passage de butineuse à éclaireuse. Quoi qu'il en soit, les différentes missions de l'ouvrière, suivant son âge, après émergence, sont les suivantes. Nettoyeuse, dès la naissance et jusqu'au 3e jour, là l'abeille sera en charge du nettoyage des cellules, avant une nouvelle ponte ou tout simplement pour le stockage de miel et de pollen. Elle sera ensuite nourrice. À ce moment-là, elle sécrétera la gelée royale, qui servira d'alimentation des larves, et puis elle portera soin également aussi à la reine. Elle sera nourrice entre son 4e et 10e jour après l'émergence. Elle sera aussi bâtisseuse, 10 jours après sa naissance. À ce moment-là, ses glandes nourricières vont régresser et se développeront des glandes ciliaires, qui permettront de construire des cellules, ce qui est notamment utile pour agrandir des rayons. À ce stade de sa vie, 11e, 15e jour, elle peut aussi s'occuper de la reine. L'ouvrière sera aussi magasinière, 15 jours après l'émergence, alors que les glandes ciliaires s'atrophieront. L'ouvrière, dans ce cas, dans cette fonction, reçoit le nectar et le pollen des butineuses, les transforme, les stocke. Elle participe aussi au nettoyage des débris, de cire, de pollen abîmé, ou encore au nettoyage et au retrait des larves mortes. L'ouvrière peut aussi être une ventileuse, c'est-à-dire qu'elle sera en charge de réguler la température au sein de la ruche, mais aussi de participer à la déshydratation pour la fabrication du miel. L'ouvrière sera gardienne entre son 16e et 20e jour. Elle surveillera l'entrée de la ruche face à d'éventuels prédateurs et empêchera les abeilles d'une autre ruche de rentrer dans sa colonie afin notamment de piller du miel. Enfin, l'ouvrière sera butineuse à la fin de sa vie. Butineuse lors de la dernière partie de sa vie à partir de son 21e jour. Elle sera chargée de la collecte des matières premières, dont de la récolte du pollen, du nectar, de l'eau, du miellat et de la propolis, dans un rayon de 3 à 6 km autour de la ruche. À ce stade de sa vie, le dernier, l'abeille ouvrière sait maîtriser des concepts abstraits qui lui permettent de s'orienter et de participer à la pollinisation. Nous venons de le voir, chaque abeille a son rôle spécifique. Ainsi, les butineuses récoltent soit du pollen, soit du nectar, soit de la propolis, soit de l'eau. Ainsi aussi, une abeille ne peut pas récolter en même temps du pollen et du nectar. Épuisée, l'ouvrière butineuse meurt en général au cours d'un ultime vol. Pour terminer, il faut savoir qu'il existe des subdivisions au sein de la colonie d'abeilles. En effet, certaines ouvrières donnent l'alerte en cas de danger, d'autres protègent la ruche. Et les éclaireuses, à savoir les butineuses les plus expérimentées, ce qui correspond à peu près à 1% des ouvrières, indiquent les nouvelles sources de nourriture, d'eau ou de logement lors de l'essaimage, grâce aux fameuses danses.
Le mâle, également appelé faux-bourdon, ne se rencontre dans la ruche qu'au moment de la fécondation. Il est issu d'un œuf non fécondé. Il est haploïde, c'est-à-dire qu'il ne comprend qu'un seul exemplaire des chromosomes, et donc à savoir 16 chromosomes. Le mâle diploïde est très rapidement éliminé par cannibalisme par les ouvrières, comme nous l'avons vu. Le mâle émerge 24 jours après la ponte de l'œuf. Un mâle mesure environ 16 mm pour 230 mg. Trapu et velu, son abdomen est plus gros et rond que celui d'une ouvrière. Son vol est plutôt bruyant. Son espérance de vie est très courte, 1 à 3 mois seulement. Comme nous l'avons vu, avec l'anatomie de l'abeille, celle du mâle n'est adaptée que pour la fécondation. Secondairement, il peut simplement aider à maintenir une température suffisante au niveau du couvain durant les nuits plutôt fraîches du printemps. Ainsi, il est incapable de s'occuper de la progéniture. Il ne secrète ni cire ni gelée royale. Le mâle, aussi, ne peut pas récolter le pollen, le nectar et l'eau. Il est incapable de protéger la ruche et de se défendre puisqu'il n'a pas de dard. De plus, contrairement à l'ouvrière, le mâle est incapable de se nourrir seul les premiers jours de sa vie. Il est donc alimenté par les ouvrières et reçoit à ce moment-là un mélange de miel et de bouillie larvaire. La connaissance de son rôle d'après la littérature est encore mal déterminée. Son seul rôle serait donc de féconder une jeune reine d'une autre ruche environnante, assurant ainsi le brassage génétique, mais comme nous l'avons vu, le hasard peut faire qu'il féconde sa sœur. Le mâle est fertile dès son 15e jour d'adulte. Après l'accouplement avec la reine, le mâle meurt par déchirement de son organe reproducteur. Non accouplé, il peut regagner la ruche et peut être accepté un certain temps par n'importe quelle colonie, contrairement à l'ouvrière qui est rejetée par une colonie qui n'est pas la sienne. Le mâle vit tant qu'il est toléré par la colonie. En effet, dès l'été, les ouvrières cessent d'alimenter les mâles qui ne participent pas aux travaux de la colonie. À la fin de l'été, ils sont rejetés par les ouvrières. Rejetés de la ruche par les gardiennes, le mâle meurt d'épuisement et de dénutrition à l'automne. C'était l'abeille domestique, notre ami, notre allié. Une série documentaire réalisée et présentée par Aurélien Hosset.